Une interview un peu spéciale, car je vais tout d'abord vous raconter une courte histoire, celle de passionnés de jeux vidéo qui se retrouvent, et ça arrive quasiment tous les week-ends en France, dans des salons, des manifestations ludiques. Vous en trouvez sûrement à côté de chez vous. J'ai la chance depuis quelques années de pouvoir me rendre à Paris pour l'édition Paris et ludique qui a lieu généralement tout le dernier week-end de juin, pardon. Et l'année dernière, pour l'année 2017, j'avais rendez-vous avec un ami dans le bar le plus proche de la manifestation pour aller boire un café en attendant que les portes ouvrent. Et figurez-vous que je suis tombé sur une équipe de deux petits gars bien sympas et on a fait connaissance parce que forcément, quand vous entendez des gens parler de jeux en tout genre, vous vous rapprochez, vous tendez l'oreille et ça m'a permis de faire la connaissance d'Alexis de l'équipe des Ludes et des Plumes. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors ça fait un peu bizarre parce que on fait un peu des choses similaires, des interviews, de la radio, il y a du podcast, de l'internet et ce qui lie tout ça, c'est la passion des jeux. J'aimerais que tu nous dises un peu comment chez toi cette passion est arrivée. On va parler sûrement jeux de société, jeux en général, parce que peut-être que tu touches aussi aux jeux de rôle. Ouais. Je suis un joueur en fait depuis très longtemps, on va dire depuis tout petit. J'avais la chance chez moi d'avoir des jeux de société. Mes parents avaient des jeux de société, alors des jeux extrêmement classiques hein, à l'époque. On parle, tu vois, du flambeur, des choses comme ça. Quelques jeux un petit peu moins ordinaires comme l'île infernale ou des trucs comme ça. Mais mes parents n'hésitaient vraiment pas, mon frère et moi, à nous donner de quoi nous amuser. Et donc j'ai toujours été habitué à jouer depuis tout petit. Et naturellement, en grandissant, j'ai rencontré des gens à qui j'ai transmis un petit peu cette passion. Alors pas forcément que le jeu de société, parce que ceux-là étaient à la maison et c'était plus facile de se déplacer avec un livre qu'un gros jeu. Donc je suis vite passé, on va dire à la période adolescente, au jeu de rôle, effectivement. Et du jeu de rôle, on a dérivé vers le jeu vidéo. Donc je suis vraiment un touche-à-tout dans le jeu et je joue depuis très très longtemps. Euh, Ça c'est pour la partie, on va dire, début, parce que à ce jour, je continue à jouer énormément. Je continue à jouer, que ce soit du jeu de société, du jeu vidéo ou du jeu de rôle, bien que le jeu de rôle, on va dire, c'est celui que je peux pratiquer le moins souvent parce qu'avec la vie de famille, la vie professionnelle, c'est dur de trouver du temps et de pouvoir se prendre les nuits ou les 5-6 heures d'affilée comme on aimait faire. Mais effectivement, tous ces gens que j'ai rencontrés étant plus jeune, parce que j'ai joué avec on va dire avec une équipe de copains, on était plutôt soudés. Et j'ai la chance, à 40 ans passés, de continuer à jouer avec les mêmes personnes parce on se connaît depuis le collège en fait. Alors ça veut dire que c'est la même équipe qu'on retrouve autour de toi et des Ludes et des Plumes, c'est-à-dire Yann, Damien et d'autres encore? Alors quasiment, surtout Yann. Yann, on se connaît depuis le collège. C'est avec lui qu'on a fait nos premières armes ensemble sur des jeux, sur les jeux de rôle en fait, sur les jeux de rôle qui existaient, sur des jeux de rôle qu'on a modifiés, sur des choses qu'on a essayé d'adapter un petit peu à notre convenance. Avec Yann, tu vois, c'est toujours autour du jeu parce qu'on s'est rencontrés il y a maintenant des années. Je vais pas calculer, ça va me faire peur. Mais c'était par le biais du jeu vidéo en fait. À l'époque, j'avais une Super Nintendo. Je pense qu'on avait moins accès facilement au jeu. C'est-à-dire que quand on en avait un, on le gardait, ça coûtait cher. Et donc quand on entendait parler d'un type qui en avait un aussi avec un jeu que tu n'avais pas, on essayait de se rencontrer, puis de s'échanger des jeux et de se les prêter. Ça a commencé comme ça en fait avec Yann. On s'est prêté des jeux vidéo. Et puis petit à petit, on a discuté, on a commencé à vouloir jouer à deux. Alors pas en LAN et pas en réseau, ça n'existait pas à l'époque, mais simplement en se posant côte à côte avec une manette pour deux ou avec deux manettes chacun suivant le jeu. Et puis voilà, de fil en aiguille, quand il fallait éteindre la console parce que les parents en avaient marre et qu'ils nous foutaient dehors, et ben c'est là qu'on s'est dit mais nous on a encore envie de jouer, on avait discuté, enfin les trucs classiques d'ado quoi. Mais effectivement on se connaît depuis le collège, ouais.
Alors comment on en arrive après à la période d'élu des déplumes? Parce que vous avez tous une activité principale et puis votre passion, vous décidez de la transmettre à encore plus de personnes et vous atterrissez dans des émissions de radio, du podcast et ce genre de choses. Alors tout à fait. Alors on a la chance, nous, d'avoir effectivement une radio associative juste à côté de chez nous. La radio a plus de 20 ans d'existence, elle s'appelle Plume FM. Et moi, j'étais intéressé par le média radio déjà, donc je m'étais proposé en tant que bénévole et j'avais une émission musicale. Une émission musicale où, comme leur leitmotiv à la radio, c'est de donner la parole à tout le monde et qu'on est libre, enfin quasiment libre dans tous nos propos. Et donc j'essayais de passer des musiques, je me sentais un petit peu hors norme, tu vois. Je me disais, ah, ça c'est vachement bien, ça passe pas sur les autres radios, ça je suis un des seuls à connaître. Enfin, c'est ce que je m'imaginais, hein, mais donc je vivais mon petit délire dans mon coin au niveau de la radio. Et puis, à côté de ça, avec Yann, on avait décidé de monter une asso de jeu, alors tout à fait à part, hein, parce que pareil, on s'était rendu compte qu'avec, comme tu dis, la vie professionnelle et la vie familiale, on trouvait plus de temps de se poser et de jouer. Il y avait toujours des choses à faire, c'était toujours le soir, c'était toujours fatigant. Et on s'est dit, en montant une asso de jeu, on va se créer des occasions, on va s'obliger, en fait, à jouer. Donc on a créé l'asso. Au départ, on a essayé de trouver des salles, on a trouvé des endroits, des bars, des choses comme ça. On y allait avec tous nos jeux. Et puis, on s'est rendu compte que les gens étaient très peu nombreux à connaître les jeux de société. Ils venaient, ils nous disaient, ah, c'est quoi, comment on joue, vous pouvez nous expliquer. Et donc, on passait tout notre temps, au lieu de jouer, à expliquer aux gens ce que c'était tel ou tel type de jeu, à comment on y jouait. Et on s'est dit, mais mince, les gens, en fait, ne connaissent pas le jeu, et il faudrait trouver un moyen pour le faire découvrir au plus grand nombre. Et puis, c'est là qu'on s'est dit, mais on pourrait créer une émission de radio. Alors au départ c'était utopique, on en parlait comme ça nous faisait un petit peu peur, on voyait pas trop parce que le jeu vidéo, le jeu de société à la radio, ou même vidéo d'ailleurs, ça manque un petit peu d'image et on s'est dit est-ce que ça pourrait marcher. Et puis là j'ai rencontré Tanguy qui était dans le coin et qui avait aussi le même projet d'assaut de jeu, on va dire sur Redon, donc pas loin de chez nous, qui était venu voir la radio et qui avait dit j'ai envie de monter une émission de jeu. Et donc ils l'ont mis en contact avec moi en disant attends, il y a déjà quelqu'un qui est sur le coup. Et là je me suis dit mince, si quelqu'un a la même idée que nous, peut-être qu'il est temps, quoi. Donc on a lancé avec Tanguy, on a commencé à lancer l'émission. On s'est dit allez, on y va, tant pis, on a peur de rien. Donc ça c'était la toute première année. Et puis effectivement après l'équipe a un petit peu changé et fluctué au cours du temps, mais on s'est un petit peu lancé comme ça en se disant on s'est cherché, on va dire, pendant les 2 premières années, à se dire comment va être l'ossature, est-ce qu'on part sur des présentations de jeux, est-ce qu'on fait que du truc théorique, est-ce qu'on fait... et puis petit à petit, on en est venu à l'émission qu'on a maintenant avec des invités, avec des chroniques, avec des jingles. On est beaucoup plus, on va dire, radio, vrai format radio, avec des pauses musicales, avec des jingles, avec des choses comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que comme on est sur des ondes hertziennes, il faut penser à tous les gens qui ne sont pas passionnés de jeu et qui vont tomber sur l'émission. Donc il faut que ça reste accessible au plus grand nombre. Et puis les gens, si on fait 2 heures d'émission, il y a toujours un moment où quand tu es dans ta voiture, tu vas piquer un peu du nez si c'est tout le temps du blabla. Donc il faut penser à toutes ces pauses et toutes ces choses-là. Donc on a vraiment retravaillé l'émission, mais c'est parti, je te dis, d'un constat de mince, les gens autour de nous, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas et comment est-ce qu'on pourrait faire découvrir au plus grand nombre. Alors maintenant, il y a même de la vidéo, on peut regarder cette émission, mais j'imagine que peut-être au début, il y avait que le son. Pour l'avoir testé aussi à la radio, parler de jeux en général, que ce soit de jeux de société, de jeux vidéo, de jeux de rôle, sans l'image, ça demande une sacrée connaissance et surtout, c'est un exercice particulier pour expliquer les choses aux gens qui ne peuvent que nous écouter, hein. Ouais, c'était vraiment un vrai challenge au début, parce que effectivement on n'avait pas du tout d'image, donc il fallait pouvoir transmettre des émotions. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de travailler sur vraiment des ressentis ou des mécaniques. Alors on essaye d'expliquer, après maintenant avec l'habitude on se perd un petit peu, donc on essaye d'y revenir. Il faut vraiment penser qu'il y a des néophytes qui nous écoutent, et donc on parle de pose de cartes, on parle de défausses, de choses comme ça. On essaye d'expliquer les termes un peu difficiles, même si du coup, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, ils se disent mince, on sait ce que c'est qu'un deck building ou qu'un draft. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important de revenir dessus. Donc on essaye vraiment de prendre le temps d'impliquer les gens, en fait, de faire marcher l'imaginaire. Alors, on a toujours cette double casquette, c'est-à-dire que
quand on présente un jeu, on parle de l'auteur, on parle de l'illustrateur, on fait des références, on dit il a aussi fait tel jeu, il a aussi travaillé, il a fait tel dessin, on peut retrouver. Comme ça, ceux qui connaissent sont pas perdus ou ont des points de référence. Ceux qui ne connaissent pas, ça reste anecdotique, on va dire, dans la chronique pour ne pas les perdre. Et puis, on a même beaucoup de gens qui étaient néophytes à la base, que je rencontre au cours de mes déplacements ou sur les salons, qui viennent me voir en disant ça, je ne connaissais pas. Et puis, petit à petit, à force d'entendre, je finis par avoir des repères, je finis par avoir des billes et je suis un peu moins perdu, quoi. L'arrivée de la vidéo et la possibilité d'enregistrer avec l'image et le podcast et le numérique, est-ce que ça a été un passage facile? Est-ce que c'était quasiment obligé? Alors je sais pas si c'était obligé, mais c'était quelque chose qui moi me tentait bien, puisque j'essaye toujours de trouver des nouvelles choses et des nouveaux médias, des nouveaux moyens de communication, des choses comme ça. Et effectivement, j'avais vu pas mal, quand est arrivé le live Facebook, puisqu'on est en live sur Facebook, je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait s'en servir. Il y avait plein de gens qui faisaient des trucs de 3-4 minutes. Et puis moi, en fait, comme je suis pas mal de blogs et de choses du monde des ludistes, je dois avouer que le travail que faisait Monsieur Fall sur Trick Track, il a fait beaucoup de vidéos en live sur Facebook. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment, vraiment sympa. Et donc, pour l'instant, on va dire sur cette année, on a mis en place, alors, il y a le téléphone qui est juste posé, et donc on nous voit, on voit toute l'équipe, on peut suivre, on essaye de présenter les boîtes devant la caméra, ça permet de voir les invités, ça permet de voir les costumes, de voir des dessins. Donc pour moi, c'est un vrai plus, cette vidéo. Maintenant, on a conscience que c'est pas encore suffisant et que la qualité n'est pas encore au rendez-vous. Donc si tout va bien, là, je spoil un petit peu et je me vends, mais tant pis. L'année prochaine, on a trouvé une équipe, on a fait des plans pour avoir plusieurs caméras, des appareils photo, on a des drones, on a plein de choses qui sont mises en place et on a une vraie équipe de monteurs qui est là pour récupérer les rushs qui vont être filmés et faire un vrai montage avec rideau vert derrière pour faire de l'incrustation. Donc logiquement, on devrait avoir une émission, on va dire radio, que les gens peuvent écouter simplement, et une vraie émission vidéo qui sera en fait, on dira les mêmes choses, mais voilà, pour ceux qui préfèrent la vidéo, on aura les deux avec plus de travail. Mais je pense que oui, malgré tout, ça reste nécessaire de pouvoir apporter l'image, surtout dans le monde du jeu qui est très visuel, même si on espère qu'avec avec les années, on ait pris un petit peu d'expérience et qu'on arrive à transmettre un jeu, même pour les gens qui ne le voient pas. Mais voilà, je pense que c'est quand même important de pouvoir donner la possibilité de le voir à ceux qui veulent. Alors on va parler un peu technique parce que vous proposez des émissions de 2 heures, ce qui veut dire qu'en amont, il y a énormément de préparation. Comment vous préparez vos émissions? Alors effectivement, les émissions maintenant font 2 heures parce que, comme je te disais, on s'est un peu cherché au départ. On a commencé, on avait 1 heure par mois parce que la radio nous avait dit on va voir ce que ça donne. Déjà 1 heure par mois, fallait les remplir. Après l'année d'après, on a demandé 1 heure et demie par mois, puis après on a demandé 2 heures par mois, et puis bien vite, à bout de la 4e année, on a dit il nous faut 2 heures tous les 15 jours parce qu'il y a des choses à dire. Et en fait, au départ, c'était un petit peu plus dur, je dirais, la préparation. Parce que comme on était peu connu du monde ludique, il fallait faire ses preuves. Donc quand on allait voir des gens, des auteurs, des éditeurs, des acteurs du monde ludique et qu'on leur disait ouais, est-ce qu'on peut faire une interview, il fallait toujours qu'on explique qui on était, notre démarche et qu'on bataille un petit peu entre guillemets pour avoir les interviews. Alors les avoir dans l'émission, c'était encore pas trop possible parce qu'on est local et qu'on ne pouvait pas faire venir des gens comme dans d'autres grandes émissions, on ne peut pas leur payer le train, leur dire venez, c'est comme ça. Donc on faisait beaucoup d'enregistrements sur des salons qu'on utilisait dans l'émission. Et puis petit à petit, je ne sais pas si c'est à force de travail, de notoriété ou quoi, mais c'est devenu un petit peu plus facile et maintenant on a des gens qui viennent d'un petit peu plus loin. Enfin, quand je dis un petit peu plus loin, pour nous, ça reste Rennes, Nantes, Lorient, même Quimper, donc des 2 heures, 2 heures et demie de route. Ils le font facilement, avec plaisir, pour venir à l'émission. Donc c'est un peu plus facile, on arrive à avoir des invités. Nos chroniques jeux, on a fait, mais depuis le début, on était d'accord là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, on a tellement de possibilités en jeu, il y a tellement de sorties, on a pris le parti que si un jeu plaisait à un des chroniqueurs,
d'abord il s'en occupait, il le chroniquait, parce qu'il le ferait certainement mieux que quelqu'un d'autre. Et après, si un jeu ne plaisait à personne, ce qui peut arriver, on prend le parti de ne pas en parler. Il y a suffisamment de jeux, on va dire, qui nous plaisent pour ne faire que des émissions positives, plutôt que de dire « Oh, celui-là, c'était pas top ». Bah non, voilà, on préfère. L'idée, c'est d'enfoncer personne parce que on est conscient que peut-être c'était pas le bon jour, on n'était pas le bon public. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur le fait qu'un jeu enfin, qu'on le ressente bon ou pas. Donc on ne présente que des jeux qui nous plaisent. Donc ça, c'est une partie. Déjà, il faut avoir les jeux, les tester ensemble dans plusieurs cas de figure. Après, la personne le prend chez lui. Généralement, on regarde encore des avis, des choses sur Internet. On prend des sur les salons. Donc il y a un petit travail en amont d'enquête ou de recherche avant l'écriture de la chronique. La recherche des invités, parce qu'il faut essayer de caler, comme je te disais, comme tu sais, on est sur une radio hertzienne, donc on n'enregistre pas quand on veut, nos émissions sont programmées dans l'année, et on ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un, oh là là, il me faut, est-ce que tu es disponible dans 24 heures demain? Donc non, moi je suis obligé de caler bien en amont. Et puis surtout dans l'émission, on a rajouté depuis 1 an et demi maintenant un coup de fil qu'on n'avait pas avant par faute de moyens techniques, on va dire. Et maintenant, ça nous permet, dans l'émission, d'avoir accès aussi à une interview beaucoup plus lointaine, quoi. Ça nous a permis dès qu'on entend parler d'un petit truc un petit peu exceptionnel dans le monde ludique, un rachat d'une boîte, quelqu'un qui va travailler chez quelqu'un d'autre, on peut passer le coup de fil et avoir les infos en direct. Alors il y a bien sûr les studios de la radio où vous pouvez faire vos émissions. Et puis pour ceux qui sont habitués à vous regarder, on s'aperçoit qu'il y a des émissions qui sont aussi faites à la maison. C'est assez pratique ou ça reste encore des contraintes techniques supplémentaires? Alors ça reste des contraintes techniques en fait, parce qu'à la radio, quand on arrive, on a tous nos repères, on a tout le matériel et tout va bien. En plus, dans l'équipe, on a parlé de Yann parce que c'est avec lui qu'on a monté l'émission, on va dire qu'on a eu l'idée de créer une émission. Mais dans l'équipe, on a aussi plusieurs personnes. Alors l'équipe a bougé un petit peu parce qu'on avait des copains, des copines qui se prêtaient au jeu et nous on était très contents de laisser la parole à tout le monde. Donc on a eu Aurélie qui est venue, il y avait Baptiste, il y a eu Thierry, des gens qui sont venus, qui sont un peu repartis. On a eu Damien qui est là depuis le début et que je remercie vraiment parce que en fait Damien, à la base, il a une formation d'ingénieur son, donc c'était sa formation première et c'était son premier amour, son premier métier. Et lors de la toute première émission, on avait tout monté, on était parti pour la faire, on se met dans le studio et là on se rend compte qu'on avait pensé à tout sauf à quelqu'un derrière les platines pour pousser les boutons. Et heureusement, Damien était là pour une réunion et il dit si vous voulez, je vous aide. Et c'est comme ça qu'il est venu et petit à petit, il est devenu lui aussi passionné de jeu. Il est devenu, on l'a un peu, au départ, on l'a un peu forcé, puis maintenant il est là avec plaisir et il fait un vrai bon boulot. Donc tant qu'on est à la radio, on se pose pas de soucis parce que Damien est là et qu'il gère magnifiquement bien. Donc dès qu'on est ailleurs, que ce soit sur des salons, à la maison ou partout, il faut qu'on emprunte du matériel ou qu'on en ait avec nous. Mais ça nécessite du coup plus d'anticipation, plus de mise en place, on n'est jamais trop sûr, quoi. Là, on a fait un enregistrement il n'y a pas longtemps sur le salon de Finistère de jeu, dans les conditions du direct. Et puis en fait, on se rend compte que là, il y a l'ordi qui bug parce que c'est un ordi portable qu'on a emmené au lieu d'avoir la table. On a des câbles, on se dit mince, celui-là, il y a un faux contact. Donc au final, c'est beaucoup plus de travail quand on est à l'extérieur que quand on est dans les studios. Mais voilà, on ne pourra pas s'en passer parce qu'on reste tributaire, encore une fois, des invités disponibles. S'ils sont disponibles qu'à certains moments où on n'a pas les studios, on va faire quand même. Parce que ça permet en même temps, je te dis, des contraintes, comme on disait, mais ça permet aussi une souplesse parce que on n'a pas à vérifier si les locaux sont utilisés, pas utilisés, s'il y a déjà un enregistrement d'autres émissions. Ça veut dire que quand c'est à la maison ou en salon, c'est toi qui gères un petit peu ton temps, quoi. Donc c'est des grosses contraintes et des grosses libertés quand même. Donc on continuera à faire les deux, je pense. Et puis entre nous, on peut se le dire et le dire aux autres, il y a quand même un bon stress à pas être tout le temps dans son confort personnel et pouvoir aussi proposer et montrer aux autres à l'extérieur ce qu'on est capable de faire pour montrer, voilà, des ludes et des plumes, c'est ça, on est content de le faire et on veut vous le faire partager. Ah oui, totalement, ouais, c'est ça, comme tu disais, il y a un bon stress. Ça veut dire que
rarement ça arrive, on essaye de faire de l'enregistrement. Après, des fois, on est obligé. Mais moi, j'adore le direct parce que c'est un peu la différence entre le cinéma et le théâtre, je dirais. Ça veut dire qu'une fois qu'on est en direct, même si on peut dire ce qu'on veut ou même si on peut reprendre en disant attends, je me suis trompé, ça peut arriver. Mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. Et généralement, je pense que les gens sont plus francs. Enfin, ils disent beaucoup plus de choses que quand ils ont le temps de réfléchir ou de se dire attends, on va faire un montage, donc en fait je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que je vais rajouter ci ou ça. C'est une autre forme de challenge et comme tu disais, moi j'adore me mettre en difficulté, j'adore me mettre sortir de ma zone de confort et je pense que c'est pour ça qu'effectivement en plus du son on a rajouté la vidéo, qu'on essaye toujours de rajouter des petits trucs qui font que qu'on a toujours cette petite pointe d'adrénaline qui est là au moment où on lance le truc, on se dit bon allez, on peut plus faire marche arrière, là c'est parti. Donc on commence des petits lives Facebook sur place, on commence plein de petites choses qu'on faisait pas avant. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, c'est vraiment plaisant de sortir de sa zone de confort. Alors, il n'y a pas que la radio Plume FM, vous êtes diffusé sur d'autres radios maintenant. Ah ouais, tout à fait. Alors là, je suis obligé parce que je les ai plus en tête. J'essaye d'ouvrir ma page ma page Facebook pour avoir la liste. En fait, comme on est radio hertzienne, et une émission hertzienne qu'on peut retrouver quand même en podcast parce que on a notre site internet, on a notre page Facebook, on a un compte SoundCloud, on essaye de donner un gros accès pour ceux qui veulent des podcasts ou choper des rediffusions. Mais on a aussi la chance d'avoir 6 radios partenaires que j'ai contactés, à qui j'ai proposé l'émission, donc ils l'ont écouté. Après, toi qui bosses en radio, tu sais comment ça se passe. Donc ils ont écouté, ils se sont dit est-ce que ça rentre dans notre ligne éditoriale, est-ce qu'on peut le passer, parce que c'est 2 heures de temps, donc ça pourrait faire peur. Et là, on a donc la radio Plume FM, qui est la radio l'entité mère, on va dire, celle qui nous a donné l'opportunité au tout départ, qui est juste à côté de chez nous et qu'on remercie parce que c'est vraiment génial. On a eu Radio D4B aussi, Radio Balise, Radio Large, Radio Goéland et Radio BLP. Alors, c'est des radios on en a 4 sur les 6 qui sont, on va dire, en zone bretonne, Morbihan. On a Lorient, on a Vannes, on a La Hermel. On monte jusqu'à Poitiers. Et après, ça se compte un petit peu comme à la télé, c'est-à-dire que c'est des moyennes, des estimations d'auditeurs, parce que tu as un rayonnement autour de la radio, et on estime que dans ce rayonnement, si tu diffuses à 20, 30, 40 ou 50 km autour de la radio, tu vas toucher de plus en plus de monde. Et donc, on va dire en moyenne, avec les 6 radios, on est à peu près 100 000 auditeurs. Et encore une fois, dans les 100 000 auditeurs, on touche de tout et de tout le monde, et des gens qui zappent, et des gens qui ne connaissent pas le jeu, et des gens... Donc c'est vraiment une petite pointe d'adrénaline en plus, où là on arrête de se dire qu'on joue à la maison à se compter les doigts de pied. Il y a du monde derrière, il y a du monde, donc il y a un enjeu aussi pour les invités, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi ou d'y aller sans préparation, quoi. Alors, avec toutes ces années maintenant, est-ce que vous avez vu l'évolution au niveau ludique, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sorties, il y a de plus en plus d'univers et puis de gens qui se croisent, qui viennent du jeu vidéo, qui arrivent dans le jeu de société, des illustrateurs qui travaillent un peu partout, ce qu'on appelle du cross-média. En fait, vous l'avez vu cette évolution-là? Ah oui, complètement, ouais. On l'a vu et en plus de l'avoir de visu, enfin de l'avoir noté, on l'a su parce que les gens nous le disent eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on interviewe un illustrateur, alors on lui demande des fois, mais est-ce que tu fais que ça, tout ça? Et non, d'eux-mêmes ils nous disent, je ne peux pas vivre que d'illustrations de jeux de société. Enfin, certains maintenant y arrivent, mais ça reste des exceptions, comme certains auteurs arrivent à ne vivre que de ça, mais ça reste exceptionnel. Donc ils disent non, donc je travaille en BD, je fais du fanzine, je fais aussi pour certains magazines. Donc on se rend compte qu'il y a une obligation. Dans les auteurs, c'est pareil, quand on discute, avant de vivre du jeu, eh ben non, ils doivent vivre de leur autre métier. Moi je suis professeur, moi je suis ingénieur, moi je suis ci, moi je suis là. Et ils sont obligés, donc c'est du travail en plus en fait. J'ai l'impression, et c'est peut-être ça qui change par rapport à d'autres médias, parce que j'ai été bénévole et j'ai travaillé dans d'autres milieux, on va dire, le milieu de la musique notamment.
où on sent que c'est un petit peu fermé quand il y a quelqu'un qui est un petit peu connu, une petite pointure dans ce milieu-là. Pour réussir à l'atteindre, on doit passer par une succession de paliers, une succession de personnes qui vont te donner leur aval ou non pour continuer à progresser jusqu'à pouvoir poser tes questions à la star, on va dire. Et là, dans le monde du jeu, pas du tout les grands noms du jeu sont assis à la table avec toi, ils jouent, ils disent tiens, t'as aimé ce jeu-là, bah attends, j'en ai un autre, je vais le sortir de ma besace, donne-moi ton avis. Alors, que ça soit moi ou les autres personnes qui jouent, ça veut dire qu'ils tiennent vraiment compte de tout le public. Et peut-être que c'est parce que dans ce monde-là, comme tu disais, à la base, ils sont aussi autre chose et que du coup, le jeu, ça reste un vrai plaisir. Et pour rebondir là-dessus, même nous qui essayons de proposer donc des informations ludiques, on a tous, encore une fois, on l'a déjà dit au début, hein, on a tous une vie de famille, on a tous une vie professionnelle parce que même pour l'émission, on est tous bénévoles, donc même là, on est obligé de mélanger plein de choses. Mais effectivement, le cross-média, c'est quelque chose qui est obligatoire dans ce monde-là pour réussir à en vivre ou au moins à pouvoir continuer à rester passionné, quoi. Alors on peut le dire aux gens qui nous écoutent, on fait partie de ces gens quand même un peu chanceux. Le monde ludique, c'est de la joie, c'est du bonheur. On rencontre des gens, on teste des jeux, on fait un peu notre passion en tant que bénévole, mais aussi ça nous permet d'aller dans des grands festivals, comme on s'était rencontrés à Paris et Ludique. Vous, votre rayonnement, comment vous choisissez les endroits où vous vous déplacez? Alors, déjà, comme on l'a dit, comme on est bénévole, tout ce qu'on va implanter là-dedans, on va dire, c'est nous qui devons le payer, c'est de notre propre poche. Donc on commence par rayonner sur tous les salons locaux, donc tout ce qui est Bretagne, parce que pour nous c'est ce qu'il y a de moins loin. Et après, on essaye de rajouter un festival par an dans les festivals un petit peu plus gros. Donc effectivement, on a fait Partenay pour commencer. Ensuite, on a rajouté Paris et Ludique. Donc là, on va y aller, ça sera que la deuxième année qu'on peut aller à Paris et Ludique. Mais c'est budgétisé et c'est prévu. On s'était dit, ah là là, est-ce qu'on pourra aller à Cannes? On pensait qu'on ne pourrait pas y aller, ça nous semblait trop loin et trop cher. Et on a eu la chance d'avoir Lumberjack Studio qui nous a proposé de nous payer le voyage en fait en échange de temps à l'aider à présenter ses jeux. Et ça nous permettait d'avoir du temps libre à côté. Donc ça nous a donné un pied en plus de l'autre côté et pour pouvoir voir ce festival qui est juste énormissime et magnifique. On espère, parce qu'on est de plus en plus sollicité, et on nous dit il faudrait venir, mais on espère pouvoir rajouter Ludinor, enfin des grands festoches comme ça, mais qui sont pour nous pour l'instant trop chers et trop onéreux. Et après on comprend hein, quand on demande, eux déjà ils peuvent au niveau média, au niveau bénévole, ils essayent de faire la bouffe, de faire le logement, mais on ne peut pas en plus leur demander le transport, leur demander, enfin c'est pareil, il faut bien qu'ils vivent, et bien souvent ces gens-là sont que des bénévoles aussi. Donc on essaye de rayonner le plus large possible, mais à hauteur de nos moyens financiers en fait. Alors ça veut dire qu'on se retrouvera à Paris et Ludique à la fin du mois de juin. Ah oui, ça par contre, ça c'est déjà calé, c'est budgétisé, on a normalement trouvé le logement, tout va bien. De ce côté-là, Paris et Ludique, une fois qu'un festival est validé et nous plaît, on fait tout pour pouvoir y retourner l'année d'après. Et vous y allez aussi avec des moyens techniques. J'imagine qu'on en profite pour rencontrer, parce qu'il y a des festivals, Partenay, Paris Ludique, il y a Octogone, il y a Cannes, Ludinor, il y a des choses comme ça où on est sûr de rencontrer des gens et de pouvoir faire des interviews. Bah c'est ça, ouais. Donc nous on y va avec, alors là pas du gros matos parce qu'on n'a pas prévu de se poser comme on fait sur un salon où on passe 2 jours avec un espace dédié à la presse ou à notre intervention. Donc on y va juste avec des zooms, les enregistreurs à main en fait, pour faire des interviews, on va dire sur place, des interviews rapides sur des nouveautés, sur telle ou telle boîte, telle ou telle attente. On a tous nos téléphones maintenant, on a la chance d'avoir des téléphones qui font 1 milliard de choses, et notamment de la vidéo de qualité plutôt, on va dire, plutôt bonne, surtout pour un support internet, si on veut mettre ça sur une chaîne YouTube. Donc on va faire aussi des enregistrements vidéo d'explication de règles. L'idée là, c'est d'y aller sans se poser de questions, dans le sens, on n'y va pas pour de la production, on y va pour faire de la matière, on rentre avec des choses qui vont nous servir, mais on préfère la qualité, donc faire 2 interviews plutôt bonnes,
que de dire il faut en faire 55 parce qu'il y a 55 personnes, et en rentrant de se dire merde, c'est un peu boiteux finalement ce qu'on a fait. Et puis il faut trouver le temps de jouer aussi parce que un festival comme Paris est ludique, on y va dans l'intention de faire des interviews, puis il y a tellement de choses à faire que le choix parfois il peut être difficile, hein. Oui, tout à fait, ouais. Alors après, ça permet le fait de jouer, de se poser à une table, ça permet aussi de rencontrer des nouveaux auteurs, ça permet de rencontrer des joueurs et de lancer des discussions. C'est tout aussi enrichissant que comme on disait, que de l'interview brute. En plus, pour être franc, on s'était posé la question pendant un temps, et l'interview brute de Pomme, on en a eu besoin au tout départ quand on a commencé l'émission parce qu'on n'avait personne, on connaissait personne, il fallait qu'on reprenne tout le background et l'historique de chacun. Mais maintenant, quand on rencontre, on va dire, un auteur renommé ou un éditeur qu'on a déjà vu, comme on l'a vu sur un salon peu de temps avant, ou comme il n'y a pas eu de sortie forcément depuis notre dernier passage, on arrive à sélectionner et à affiner un petit peu. Tu vois, ça veut dire qu'on n'y va que s'il y a de la nouveauté ou s'il y a vraiment un intérêt à apporter une nouvelle annonce, quoi. Si c'est juste pour dire bonjour, on y va aussi parce que ça nous fait plaisir. Donc on claque la bise, mais on va pas forcément s'attarder, quoi. Et donc c'est super important de se poser, de jouer, comme je te disais, ça permet de rencontrer des gens que tu revois après, qui disent ah mais oui on s'était posé, puis finalement des gens que tu as croisés à une soirée, tu as passé toute la nuit avec eux à jouer. Je prends un exemple à Partenay par exemple, et puis finalement maintenant c'est quelqu'un qui anime pour beaucoup d'éditeurs, qui anime les salons, et donc qu'on revoit très régulièrement, et tu crées des amitiés sur des instants fugaces au départ, quoi. Vous l'aurez compris, le monde ludique est magique. Vous pouvez jouer, vous amuser, rencontrer des personnes, des créateurs de jeux, des illustrateurs et des passionnés qui vous font partager leur passion, comme c'est le cas avec Alexis et toute l'équipe des Ludes et des Plumes. Alors, on va faire un petit résumé. Des Ludes et des Plumes, c'est une page Facebook, tout simplement DLDP-des Ludes et des Plumes. Il y a aussi la page de Plume FM, plumefm.net. Il y a le podcast deludes.com. Si avec ça, on peut pas vous retrouver, on est manchot, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'effectivement, avec la page Facebook, le site internet, on a des Ludes et des Plumes aussi sur YouTube pour voir toutes les vidéos qu'on fait, la chaîne YouTube. Et puis, on peut retrouver sur SoundCloud aussi, puisqu'on a les podcasts sur SoundCloud. Et là, on est en train de finaliser, mais on devrait pouvoir retrouver les podcasts aussi à terme chez Ludovox, qui vont les reprendre et les redonner. Donc, ouais, je pense que pour ceux qui veulent, on ne peut pas se tromper, on peut nous trouver très facilement. Voilà. Après, ne soyez pas surpris. Pour ceux qui ont l'habitude, on a souvent comme une émission ludique, on est les seuls à proposer du jeu en direct, par exemple. Mais après, sur des discussions ludiques, il y en a d'autres qui le font. Il y a Tom Warchek qui a une petite chronique en fin d'émission sur Jet FM qui est très très bonne. On a la radio des jeux si on veut avoir des choses un peu plus en détail, mais il faut avoir du temps devant soi, hein. Ça reste très intéressant, mais c'est souvent du 4-5 heures. Donc nous, on est vraiment dans un format radio traditionnel avec comme vous pouvez le découvrir dans n'importe quelle émission que vous allez écouter, quoi. On a des discussions, on a des pauses musicales, on a des jingles, on a plein de choses. La seule chose qu'on n'a pas, c'est les pubs, parce que d'abord, on n'aime pas trop ça et que notre radio ne passe pas de pub, donc vous ne serez pas embêtés pendant les 2 heures. Le super avantage des radios associatives, hein, on le dit jamais assez, mais c'est le gros avantage, hein. Exactement, ouais, si, c'est vrai, hein. C'est vrai que du coup, on n'a pas de lobbying, on n'a rien, et on est très libre de dire tout ce qu'on veut, quoi. Et pour ça, je remercie, encore une fois, hein, je l'ai déjà fait, mais je remercie Plume FM de nous avoir laissé la chance, parce qu'ils sont vraiment partis un petit peu frileux, nous aussi, mais maintenant, quand on a les chiffres, on sait qu'on est l'émission sur la grille radio la plus écoutée et la plus téléchargée, donc on en est un petit peu fiers. Merci beaucoup Alexis, merci à toute l'équipe des Ludes et des Plumes, des LDP-des Ludes et des Plumes, c'est la page Facebook, et sur cette page Facebook, vous aurez toutes les informations concernant les fréquences radio, les podcasts, et j'espère vous revoir tous à Paris Ludique. Merci beaucoup. Merci à toi, et oui, on se retrouve à Paris, il n'y a pas de souci.